quoi ressemblait la Terre à l'époque des premiers animaux? Quelle forme arborait le tout premier organisme vivant? Quand est-il apparu? Pourquoi? Où? Tant de questions fusent lorsque notre esprit vagabonde sur ce terrain. On aimerait tout savoir, tout découvrir, tout comprendre. Notre raison nous dicte qu'il y a un début et une fin à toute chose. Comment ont débuté celles des premiers êtres vivants? Comment ont-ils vécu? De quoi se nourrissaient-ils? Comment était la Terre à cette époque? Il y a des centaines de millions d'années, il n'y avait aucune frontière, aucun drapeau qui permettait de séparer le sol terrestre de celui du voisin. La géographie et le climat étaient très différents de ce que tu peux connaître. La faune et la flore étaient encore très primitives. La biodiversité du monde est si luxuriante, si étonnante, si riche, qu'il est impossible de connaître toutes les espèces animales et végétales qui peuplent notre Terre. La faune et la flore sont si vastes que près de 10 millions d'espèces terrestres nous sont encore inconnues. T'es-tu déjà demandé comment était notre planète avant la vie? Quels paysages pouvait-on rencontrer? Comment la Terre est-elle devenue le berceau de la vie? As-tu une idée de comment l'évolution a opéré dans le monde du vivant? Beaucoup de questions qui appellent de nombreuses réponses, n'est-ce pas? Que dirais-tu d'accoster sur la Terre quelque temps après sa naissance? Nous pourrions remonter le cours du temps en une fraction de seconde et assister en spectateurs privilégiés à toutes les étapes clés de notre histoire. Les fossiles du Précambrien sont essentiels à la compréhension de l'émergence de la vie complexe sur notre planète. C'est donc précisément à cette époque que nous devons nous rendre. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer l'histoire de notre planète, à la découverte des premières créatures surprenantes qui vivaient il y a plusieurs centaines de millions d'années. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Remonter le temps, revenir dans le passé. Hier, il y a un siècle, il y a 4 milliards d'années. Toutes ces périodes font partie du passé. Certaines d'entre elles sont si éloignées. Le temps s'écoule lentement pour certains et défile à une vitesse vertigineuse pour d'autres. Le temps est une donnée mesurable. On parle d'heures, de minutes, de secondes, voire de centièmes de seconde lors de compétitions sportives. On compte les années qui passent, le temps qui s'écoule, on étudie les siècles et les époques. Malgré tout, même si l'homme est capable de mesurer une durée, il est limité dans sa conception trop lointaine. Il arrive un moment où les nombres au-delà de 6 zéros ont du mal à faire écho dans notre esprit. Le temps écoulé est trop éloigné et trop vaste. Il est si distant de nous qu'il dépasse l'entendement et la compréhension humaine. Lorsque la période historique se compte en millions d'années, difficile de se représenter mentalement une telle amplitude dans le temps. Ce sont des chiffres bien trop grands pour que notre cerveau les assimile. C'est pourquoi l'on ne parle alors plus en années, mais en période géologique. Ces différentes phases géologiques et temporelles sont plus parlantes pour l'esprit humain. Depuis l'invention de l'écriture, il y a un peu plus de 3000 ans, ce sont sur des preuves écrites, tangibles, vérifiables, comparables entre elles que les chercheurs, les experts et les historiens s'appuient. L'art, les outils, les vêtements, les ustensiles de cuisine ou les armes sont autant d'objets qui permettent également de compter à leur manière l'histoire de leur propriétaire à une époque donnée dans un lieu précis. Ils ont permis de remonter le temps et de découvrir le mode de vie des premiers hommes, par exemple.
Mais bien avant ta naissance, bien avant la naissance de l'homme, la vie occupait déjà notre Terre. Les animaux et les plantes ont peuplé les continents et océans des centaines de millions d'années avant nous. Lorsque l'on remonte aussi loin dans le temps, il n'y a que la Terre qui puisse nous raconter ses aventures passées. Aucun livre, aucun manuscrit, aucun objet, aucune peinture ne permet de conter le passé aux hommes en quête de savoir. C'est dans la Terre que les vestiges du passé sont enfouis. Chaque nouvelle découverte des archéologues et paléontologues révèle une nouvelle facette du grand mystère de la vie et de l'histoire du monde. C'est pourquoi les différentes phases de vie de notre planète sont étroitement liées à la géologie de la Terre. Elles ont permis de concevoir une échelle du temps sur de longues périodes. Elles permettent de retracer le passé, de la naissance de la Terre à nos jours, sur près de 4,5 milliards d'années. Les géologues ont construit cette échelle stratigraphique du temps où chaque phase est marquée par un événement précis. Une commission internationale, au fil des avancées scientifiques et des découvertes, réactualise cette échelle géologique. Pour y voir plus clair, elle a été découpée en périodes, en ères et en éons. Cette hiérarchisation favorise l'assimilation des événements et une meilleure vue d'ensemble des faits les plus importants de notre histoire. Lorsque l'on évoque la faune et la flore originelle, on parle principalement de l'éon phanérozoïque, qui s'étend de 542 millions d'années à nos jours. Vous connaissez sans doute le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Peut-être même avez-vous longuement entendu parler du Cambrien. Afin de suivre le fil du temps et avoir quelques repères temporels durant notre voyage, voici les éléments principaux à connaître. Ils constituent l'échelle stratigraphique. La longue période du Phanérozoïque que tu connais est le dernier éon de l'échelle. Il comprend l'ère paléozoïque, avec les périodes du Cambrien, de l'Ordovicien, du Silurien, du Dévonien, du Carbonifère et du Permien. Ensuite viennent l'ère du Mésozoïque et les périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Enfin, l'extinction des dinosaures non aviaires il y a 65,5 millions d'années environ à nos jours. On parle de l'ère Cénozoïque, qui comprend successivement la période du Paléogène, du Néogène et du Quaternaire. Ces différentes périodes sont riches sur le plan historique. La géologie, la faune et la flore sont tout à fait étonnantes et fascinantes à étudier. Mais même si ces périodes sont très lointaines par rapport à l'échelle humaine, elles sont finalement très récentes à l'échelle de la Terre et de la vie terrestre. Mais aujourd'hui, nous allons chercher bien plus loin dans notre histoire, bien avant les premiers mammifères placentaires et l'extinction des dinosaures non aviaires du Crétacé, bien avant la division de la Pangée, des premières plantes à fleurs et des premiers oiseaux du Jurassique, bien avant les premiers dinosaures et les mammifères ovipares du Trias. Un véritable bond dans le temps est allé au-delà de tout ce que tu sembles connaître, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Nous allons remonter le Permien et son extinction sans précédent, le Carbonifère et sa population d'insectes géants, ses premiers grands arbres et l'apparition des reptiles, le Dévonien et ses amphibiens, le Silurien et ses premières plantes terrestres, l'Ordovicien et ses invertébrés, et même le Cambrien, qui a tant marqué par ses changements majeurs et ses premières algues.
remontons à la genèse de la vie, assistée à sa naissance, mais aussi à son évolution. Durant plus de 540 millions d'années, nous avons vécu dans l'un des éons les plus riches qu'ait connu la planète bleue, le Phanérozoïque. Mais notre planète est bien plus ancienne que cela encore. Ces 540 millions d'années ne sont finalement qu'une infime partie de sa vie, ne représentant que 1/8 de son histoire. Que dirais-tu d'entamer l'histoire là où tout a véritablement commencé ? Le Cambrien constitue un changement tellement majeur pour notre monde que pour parler de toute la période antérieure, on a choisi de nommer cet éon le Précambrien. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le Précambrien est une période tellement longue et riche qu'elle constitue à elle seule un super-éon. Le super-éon du Précambrien est subdivisé en 3 éons: l'Adéen, l'Archéen et le Protérozoïque. Si le Protérozoïque est l'éon qui nous intéresse plus particulièrement sur la question de l'évolution, nous allons tout de même faire un petit tour rapide sur les 2 éons qui le précèdent. Ils te permettront sans doute de mieux comprendre les changements qui s'opèrent par la suite au Protérozoïque. Nous avons rendez-vous 4,5 milliards d'années avant aujourd'hui. Cette période de notre histoire remonte tellement loin dans le passé qu'il est presque impossible d'avoir une représentation réaliste qui s'appuie sur des preuves factuelles. Seuls quelques minéraux des zircons datant de cette période sont aujourd'hui connus. Grâce à nos technologies actuelles et les quelques éléments que nous avons en notre possession, les experts ont pu émettre des hypothèses sur la période ADN en s'appuyant sur une approche théorique, mais aussi sur des éléments de comparaison inspirés par d'autres planètes. L'AD1 est un intervalle de temps qui débute lors de l'accrétion de notre planète, c'est-à-dire la capture de matière par un astre sous l'effet de la gravitation. Autrement dit, cela correspond à la naissance de notre planète, la Terre. L'AD1 débute donc il y a 4,5 milliards d'années. Par rapport à l'étendue de l'échelle stratigraphique, la période est courte. L'AD1 se termine autour de moins 4 milliards d'années, ce qui correspond à l'âge des plus anciennes roches connues. Mais il constitue le tout premier éon de l'échelle des temps géologiques terrestres, et de nombreux événements sur une courte période vont s'enchaîner. Les conditions étaient extrêmes et hostiles à toute forme de vie, tu t'en doutes. C'est pour cette raison d'ailleurs que le géologue américain Preston Cloud baptisa pour la première fois en 1972 cette période chronologique et géologique l'ADN, en référence au dieu grec des enfers, Hadès. Les événements les plus caractéristiques de l'AD1 sont la séparation du métal et des silicates. Le métal plus dense a migré vers l'intérieur de la planète pour former le noyau, alors que les silicates, moins denses, sont restés dans la partie externe pour donner naissance au manteau. Cet événement constitue un élément majeur pour notre planète. D'après les scientifiques, c'est sans doute la formation du noyau qui va rendre possible la naissance du champ magnétique de la Terre. Or, c'est lui qui nous protège encore aujourd'hui du vent solaire. Sans cette étape clé, aucune vie n'aurait pu éclore. Même si la vie n'est pas encore présente, ce phénomène reste étroitement lié à son éclosion future. L'énergie gravitationnelle d'accrétion de la Terre, l'énergie radioactive et l'énergie liée à la formation du noyau sont devenues des sources de chaleur importantes.
Ces sources déclenchent une telle énergie et une telle chaleur qu'elles favorisent la fusion de toute la partie externe de la jeune planète. Cette fusion donnera naissance à un océan magmatique. Durant les premiers millions d'années, la Terre connaîtra également une phase de refroidissement, ce qui permettra à la croûte terrestre de se former petit à petit. Notre planète avait une atmosphère, mais, comme tu peux l'imaginer au vu du paysage qui s'offre sous tes yeux, elle était radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Cette atmosphère était constituée majoritairement d'azote et de CO2 et en plus petite quantité de méthane et d'ammoniac. On pourrait la définir comme une atmosphère primitive. Au regard de tous ces éléments, tout semble laisser à penser que la Terre était alors une planète azoïque, c'est-à-dire un milieu ne présentant aucune trace de vie, ni animale, ni végétale. Il est très difficile d'en savoir davantage sur cette période, puisque les roches datant de l'Adéen n'existent pour ainsi dire presque plus. Cependant, quelques dépôts datant de 3,9 milliards d'années pourraient laisser penser à une activité prébiotique et nous ne savons pas si celle-ci aurait pu débuter quelques millions d'années en arrière au cours de l'Adéen. C'est sur cette énigme scientifique non résolue, mais qui laisse un champ des possibles extraordinaire, que je te propose de poursuivre notre périple en laissant derrière nous l'Adéen, pour embarquer dans une nouvelle époque, l'Archéen. L'ère archéenne débute il y a environ 4 milliards d'années. Ce moment n'est pas choisi au hasard par la Commission stratigraphique internationale. C'est l'âge des plus anciennes roches que nous connaissons. Aucune roche connue n'est antérieure à 4 milliards d'années. Un changement fondamental a eu lieu entre l'Archéen, la seconde ère du Précambrien, et le Protérozoïque, la dernière ère de ce super-éon. Il entraîne un nouveau mode de fonctionnement de notre planète. Pour comprendre ces nouveaux éléments du Protérozoïque, tu dois remonter à la source de ce phénomène. Tu pourras alors mieux comprendre et percevoir les différentes conséquences qui en découlent. Nous voici donc à l'aube de l'Archéen, il y a tout juste 4 milliards d'années. Cette longue période durera près de 1,5 milliard d'années. L'Archéen est marqué par une intense activité magmatique qui a conduit à l'extraction de près des 3/4 du volume de la croûte continentale à partir du manteau. Nous avons évoqué la croûte terrestre durant l'Adéen. Tu te souviens qu'à ce moment-là, si elle est solide, elle reste plutôt mince. Durant cette nouvelle ère, elle se développe et s'épaissit. Si notre croûte continentale est principalement granitique et recouverte de roches sédimentaires, ce n'était pas du tout le cas 2 à 4 milliards d'années en arrière. La roche sédimentaire n'existait pour ainsi dire que très peu, voire pas du tout. À cette époque, c'est la roche magmatique que l'on retrouve principalement. Autre fait marquant de l'ère archéenne, la tectonique des plaques. Ce mouvement des plaques, nous les connaissons encore aujourd'hui. On retrouve des traces de ces mouvements à certains points précis du globe terrestre. Dans une collision continentale, la plaque chevauchante peut s'avancer sur plusieurs centaines de kilomètres sur la plaque chevauchée. Elle va alors pousser des lambeaux de la croûte chevauchée et former ce que l'on appelle les nappes de charriage. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce type de mouvement était déjà présent il y a près de 4 milliards d'années. On retrouve les mêmes traces de nappes de charriage avec des roches datant de l'Archéen. La seule différence importante entre les mouvements d'hier et ceux d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliards d'années, les plaques étaient bien plus petites, une centaine de kilomètres seulement.
À cette époque de la vie de notre toute jeune planète, la croûte terrestre est suffisamment refroidie pour commencer à se former les premiers continents. Ces mouvements vont engendrer un autre phénomène déterminant pour notre planète. En effet, grâce à ce déplacement de plaques, on remarque une forte activité mantélique, c'est-à-dire relative au manteau terrestre, et des périodes intenses d'érosion et d'altération. Ces phénomènes, couplés à d'autres événements, produisent durant cette période une quantité importante de CO2 qui favorise l'effet de serre. Dès lors, cet effet de serre maintient la température de la Terre au-dessus de 0 degré Celsius. Pour que la vie puisse éclore, il faut que la Terre soit suffisamment accueillante pour cela. Des températures extrêmes, trop chaudes ou glaciales supprimeraient tout espoir de vie. Quittons maintenant l'atmosphère pour poursuivre notre exploration en quête d'indices sur l'apparition de cette possible vie. L'activité interne de la Terre est bien plus forte qu'aujourd'hui et la chaleur de ses entrailles bien plus élevée. L'océan magmatique, les fusions et autres phénomènes terrestres favorisent l'apparition de roches qui nécessitent une température élevée, comme la comatite. À l'heure actuelle, la chaleur interne étant plus faible, la Terre ne pourrait plus produire ce type de roches. En parlant de ces roches, je te disais tout à l'heure qu'elles sont les plus anciennes connues. Tu peux les voir à certains endroits précis du globe, notamment au Groenland, dans l'ouest australien et en Afrique du Sud. Elles offrent un paysage terrestre complètement différent de ce que nous connaissons. Des roches grises, des ceintures de roches vertes, un paysage quasi d'un autre monde. S'il n'y avait pas la présence de l'eau un peu partout à la surface de la Terre, on pourrait sans doute s'y tromper. Mais si tu regardes bien, tu aperçois la Lune à l'horizon. Tu remarqueras d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus proche de la Terre qu'à l'accoutumée. Les roches que tu vois immergées dans l'eau sont des stromatolites. Tu peux également apercevoir un volcan actif, crachant des nuages ardents de poussière un peu plus loin. Mais ce qui doit ici attirer ton attention, c'est l'eau et la présence de carbone. En effet, ces deux éléments sont essentiels dans notre quête du savoir sur la genèse des toutes premières cellules. Ils sont les protagonistes de l'histoire de la vie sur Terre. D'après les scientifiques, et notamment Christophe Tomaso de l'Institut de physique du Globe de Paris et James Casting de l'Université de Pennsylvanie, l'eau, l'oxygène et le carbone sont les indications les plus probantes d'une vie possible sur une planète. C'est à travers la chimie de l'eau et du carbone que la vie pourrait éclore. Pour ce faire, l'eau doit être stable en surface. L'atome de carbone, quant à lui, constitue l'un des atomes les plus propices à l'établissement de nombreuses liaisons, et donc à la formation de molécules longues et complexes aux propriétés multiples. Nous avons donc réuni face à nous les critères essentiels nécessaires à la naissance de la vie. L'eau est ici en abondance. Le carbone rejeté par les activités terrestres est produit en quantité. Quant à l'oxygène, ces stromatolites prouvent leur présence. Ces roches sont des formations de fer rubané, c'est-à-dire du fer oxydé par la présence d'oxygène. On ne sait pas encore avec certitude où sont apparues les premières formes de vie. Malgré tout, de nombreux scientifiques ont émis des théories sur le sujet. Certains d'entre eux pensent que la vie a émergé dans les sources hydrothermales au fond des océans, alors que d'autres privilégient la possibilité que les premiers organismes aient évolué dans de petites mares chaudes avoisinantes des volcans. Ce que l'on sait, c'est qu'elle était présente à l'Archéen. Je crois qu'il est temps pour toi, enfin, de savoir comment tout a commencé. Nous y voilà. Comment est apparue la toute première vie sur Terre ?
D'après certaines expériences élaborées ces dernières décennies, notamment celle de Miller, la vie aurait pu éclore dans une soupe primordiale, des petites mares chaudes voisines des volcans par exemple. Comment les scientifiques en sont-ils venus à cette hypothèse? Tout débute en 1924 avec l'hypothèse du biochimiste russe Alexandre Oparin. Hypothèse selon laquelle la première cellule vivante serait née dans une soupe primordiale. Cette soupe est riche en composés carbonés synthétisés dans l'atmosphère à partir du méthane. Stanley Lloyd Miller, biologiste américain, considéré depuis comme le père de la chimie des origines de la vie sur la Terre, poursuit le travail de recherche et explore l'hypothèse de cette soupe primordiale. Il élabore un mélange de méthane, d'hydrogène, d'ammoniac et d'eau, proche de ce que l'on aurait pu trouver dans une mare d'eau durant l'Archéen. Il tente ainsi de simuler les conditions supposées régner après la formation de la croûte terrestre. Miller enferma donc ces gaz dans un ballon, les soumit à un rayonnement ultraviolet similaire à celui du jeune Soleil, ainsi qu'à des décharges électriques semblables à celles qui auraient pu avoir lieu de manière naturelle, comme à l'occasion d'orages par exemple. Au bout de quelques jours, le chimiste constata la formation d'un dépôt sombre sur les parois du ballon empli d'eau. Ce ballon est une représentation de l'océan terrestre. L'analyse montrera que le ballon contenait non seulement du formaldéhyde et de l'acide cyanhydrique, deux molécules qui jouent un rôle clé dans la synthèse de molécules organiques d'intérêt biologique, mais aussi de petites quantités d'acides aminés, notamment de la glycine. Une chimie prébiotique aurait donc pu avoir été à l'origine de la vie sur Terre. C'est durant l'Archéen, et peut-être même déjà à la fin de l'Adéen, que des bribes de vie, les toutes premières cellules, seraient donc parvenues à éclore. Toutes les conditions étaient réunies dans cette soupe primordiale. Ensuite, la nature et le mouvement de l'eau ont sans doute favorisé le développement de ces bactéries aux quatre coins du globe. De nombreuses variantes de l'expérience de Miller ont vu le jour depuis, car les connaissances sur l'atmosphère et la géologie durant l'Archéen ont évolué entre-temps. Elles ont permis d'étayer notre savoir sur les premières cellules de vie. D'autres découvertes, extérieures à la Terre cette fois, ont permis de comprendre que des éléments favorisant la création de cellules ont pu venir de l'univers. C'est tout du moins ce qu'a pu révéler l'étude de la météorite de Murchison, tombée en Australie en 1969. Elle renferme en effet plus de 70 acides aminés différents, dont 8 entrent dans la composition des protéines. On a également retrouvé des éléments similaires sur les micrométéorites trouvés dans les glaces de l'Antarctique. Cette fois, l'analyse permet d'affirmer que d'énormes quantités de matières carbonées complexes furent livrées à notre toute jeune Terre il y a un peu plus de 4 milliards d'années. Les scientifiques ont également découvert que les gaz qui s'échappent des sources hydrothermales sous-marines renferment de l'hydrogène et du CO2 et génèrent de longues chaînes de carbone et d'hydrogène. Ces sources hydrothermales seraient donc synonymes de sources de vie, puisqu'elles constituent le premier acte vers la synthèse des membranes. Cette découverte nous amène à notre seconde hypothèse, sans doute l'une des plus probables au vu de nos connaissances actuelles. Là encore, il est très difficile d'être absolument sûr et certain des origines de la vie, du déroulement de cette évolution et des processus qui ont permis de déclencher la naissance des toutes premières cellules. Les lois de la physique, de la chimie
et même de la biologie ne parviennent pas à résoudre pleinement le mystère. J'aimerais te présenter, dans les grandes lignes, l'une des théories avancées qui se rapproche certainement au plus près de la réalité si l'on se base sur les différentes expériences menées ainsi que sur les lois chimiques que nous connaissons aujourd'hui. L'origine de la première cellule serait finalement une succession d'interactions et de réactions. Si l'on admet l'hypothèse des sources hydrothermales, voici ce qu'il se serait passé. Les sources hydrothermales sont des sources d'eau chaude qui se trouvent au niveau des dorsales océaniques, à des profondeurs allant de 500 à 5000 mètres. Elles sont présentes là où deux plaques tectoniques divergent et le magma comble les ouvertures en se solidifiant. Puis, la roche refroidit et se fissure. Ces sources hydrothermales forment des roches. Elles ne sont pas lisses et totalement hermétiques. Elles sont brassées par les eaux chaudes qui remontent de la terre et les eaux froides qui s'y engouffrent. Les roches ont un côté spongieux, même si elles sont très dures et solides. En grossissant une partie de cette roche, tu verrais alors qu'il y a des sortes de cavités. Ce sont des petites alvéoles. Elles rendent la roche perméable et sont constituées en partie par du sulfure de fer. Le sulfure de fer est un élément essentiel de notre équation. Il favorise et accélère certaines réactions chimiques. Tu vas le voir d'ici quelques minutes. Comme je te le disais précédemment, la vie est finalement une succession de réactions chimiques, physiques et biologiques. Même si cela ne se voit pas véritablement à l'œil nu, des éléments remontent des profondeurs de la Terre, tels que l'ammoniac, l'hydrogène, le sulfure d'hydrogène, le méthane ou encore des composés phosphores. Au sein de ces roches perméables se croisent et s'entremêlent des flux marins, acides, et des flux d'eau douce, alcaline. Ce mélange de mer et d'eau douce ainsi que les éléments remontés de la Terre vont réagir lorsqu'ils entrent en contact les uns avec les autres. Chacune des alvéoles permet d'emmagasiner ces substances et de les préserver à une température élevée. N'oublie pas que nous nous trouvons aux abords d'une cheminée hydrothermale. Or, la chaleur favorise certaines réactions chimiques. C'est le cas ici. Les alvéoles sont comme de petites éprouvettes. Ce contact sous haute température, entre 50 et 70 degrés, entraîne une première réaction chimique qui libère de l'énergie et produit de nouvelles substances, et pas n'importe lesquelles. Sucre, acides aminés et même des bases d'acides nucléiques voient le jour. Dans nos éprouvettes rocheuses, ces nouveaux éléments baignent dans un mélange d'eau et sont préservés à une température idéale. Ils vont ainsi pouvoir poursuivre leur mariage chimique. Après de multiples réactions successives, les acides aminés vont se lier entre eux et créer de courtes chaînes. Ces courtes chaînes, que l'on appelle des peptides, constituent l'un des éléments préalables à la fabrication des protéines. On s'approche doucement de la première cellule vivante. Le sucre, quant à lui, se lie avec le phosphate et est l'un des premiers éléments présents dans l'acide nucléique pour créer ce que l'on appelle les nucléotides. Ces derniers sont une des briques qui forment l'ARN, l'une des briques permettant de former les protéines. Un autre phénomène opère chez les molécules dans ces cavités rocheuses. D'autres réactions chimiques fabriquent dans le même temps l'ADN. Il est plus stable que l'ARN et permet de mieux stocker des informations génétiques, ce qui n'était pas encore véritablement le cas jusqu'ici. Ces nouvelles molécules sont encore très primitives. Elles sont une ébauche de vie plus complexe. Pour le moment, elles sont encore bien incapables de se déplacer et restent prisonnières de leur grotte de pierre. Malgré tout,
elles sont déjà capables de se reproduire, même au-delà de leur chambre rocheuse. Elles peuvent transmettre leurs informations génétiques dans la cavité voisine et proliférer tout au long de cette roche. À quel moment précisément, pourquoi et comment? Nous ne le savons pas vraiment, mais il s'avère que ces molécules sont également capables de produire des graisses ou des lipides. Ces éléments sont hydrophobes et parviennent à s'accrocher aux parois de la roche. Petit à petit, les lipides s'étalent sur la paroi et forment une sorte de membrane cellulaire organique. Ces nouvelles capacités sont enregistrées dans l'ADN afin de pouvoir les reproduire. Elles restent malgré tout encore très fragiles. Sur ces membranes viennent se greffer de nouvelles protéines qui favorisent et accélèrent certaines réactions chimiques. Elles sont désormais compétentes pour fabriquer une enveloppe cellulaire. Elles deviennent dès lors plus robustes et plus résistantes. À ce stade, il y a deux possibilités pour ces premières molécules: devenir des archers ou bien des bactéries. Les cellules de ces deux formes de vie sont alors constituées d'une enveloppe perméable, leur permettant d'actionner certains processus chimiques. Mais elles sont également dotées d'une paroi extérieure, une enveloppe externe qui les protège. À l'intérieur, elles peuvent produire des molécules plus complexes et les enregistrer dans leur ADN. La vie peut éclore, enfin, après un processus chimique long et laborieux. Mais n'y a-t-il pas une question qui te vient à l'esprit? Te souviens-tu que ces archers et ces bactéries sont prisonnières dans les cavités de la roche? Comment en sommes-nous venus à ce que la vie s'installe aux quatre coins du monde et dans tous les recoins de nos océans? Ainsi enfermées, elles ne pouvaient pas se déplacer et étendre leur territoire. Rien n'est moins sûr, mais on suppose que les parois des roches de cheminée thermale se sont effondrées ou fissurées, peut-être après une activité interne de la Terre qui aurait permis de les libérer. Leurs parois externes, à la fois robustes et perméables, jouent alors un rôle essentiel. Elles permettent aux archers et aux bactéries, une fois échappées de leur couveuse protectrice, de se fixer quelque part à proximité des cheminées. Une nouvelle roche, des crevasses, une fissure. Elles élisent domicile dans un nouveau lieu qui leur offrira l'hospitalité. Stérile, sans aucune forme vivante, ce nouvel environnement est dès lors colonisé par la vie. La conquête de nouveaux territoires signifie pour ces organismes de s'adapter à de nouveaux environnements et d'évoluer. C'est le commencement d'une nouvelle ère où la biodiversité est à ses prémices. Fort de ces connaissances, te voilà fin prêt pour en découvrir davantage sur l'évolution de la vie terrestre. Te souviens-tu, avant d'aborder l'évolution des toutes premières bactéries, ce qui nous a amené à analyser les cavités de ces roches de cheminées hydrothermales? C'étaient les stromatolites. Nous étions face à un paysage complètement différent de ce que tu peux apercevoir par la fenêtre de ton salon. Tout semblait inhabité. Le paysage sous nos yeux n'était formé que de roches et d'une étendue d'eau. J'aimerais revenir sur les roches grisâtres que nous avons rencontrées tout à l'heure. Il faut que tu observes plus attentivement ces stromatolites. Elles sont particulières, tu vas voir. Cette sorte de gélatine est finalement mi-vivante, mi-rocheuse. Je sais, c'est assez incroyable et plutôt surprenant. La gélatine est composée de filaments bactériens qui piègent le carbone de l'air et l'incorporent sous forme de sédiments. Cela forme cette boule rocheuse que tu vois juste ici. C'est à travers ce processus que se forment ces structures mi-vivantes, mi-rocheuses et donnent naissance aux stromatolites. On a découvert certaines d'entre elles âgées de
3,5 milliards d'années en forant le craton dans l'ouest australien. Un craton, en géologie, est une aire continentale correspondant à une zone anciennement consolidée de la lithosphère. D'autres stromatolithes, encore plus anciens, ont été découverts, cette fois au Groenland. Ces petites structures géologiques proviendraient de l'activité de colonies de bactéries aquatiques. Leur activité favorise la précipitation de fines pellicules de calcaire au fond de l'eau. Au fil du temps, ces pellicules se superposent et produisent ces structures en forme de cônes pointus et de bosses écrasées que l'on a baptisées stromatolites. Celles-ci dateraient de 3,7 milliards d'années. À partir de là, et durant plus de 1,5 milliard d'années, la vie sur Terre sera exclusivement bactérienne. Le Protérozoïque est la troisième et dernière période du Précambrien. C'est un éon qui s'étend sur presque 2 milliards d'années, de moins 2,5 milliards d'années jusqu'à moins 542 millions d'années, pour être un peu plus précis. Cet éon est découpé en 3 périodes. Le Paléoprotozoïque, du grec paléos, signifiant ancien, s'étend de moins 2,5 à moins 1,6 milliard d'années. Le Mésoprotozoïque, du grec mésos, signifiant milieu, s'étend de moins 1,6 à moins 1 milliard d'années. Le Néoprotozoïque, du grec néos, signifiant nouveau, s'étend de moins 1 milliard d'années à moins 542 millions d'années. Rendons-nous là où tout a commencé, aux prémices de la première période qui constitue le Protérozoïque, le Paléoprotozoïque. Nous y voilà, le Paléoprotozoïque. Il y a quelque chose qui doit te paraître bien étrange à cet instant. L'atmosphère orange. D'après les recherches effectuées par une équipe universitaire anglaise sur des sédiments marins situés au sud de l'Afrique, il y a 2,5 milliards d'années, l'atmosphère était irrespirable et orange. C'est sans doute ce brouillard de méthane qui est en partie en cause. La Terre ressemble à la lune de Saturne, Titan. La température de cette époque est glaciale. Entre 2,5 et 2 milliards d'années, la Terre a connu une période de glaciation importante. Elle en connaîtra d'autres quelques centaines de millions d'années plus tard. Tu as sûrement froid rien qu'en regardant ces images. Il faut dire qu'à cette époque, les températures sont bien loin d'être clémentes. Les températures de surface sont en moyenne de moins 25 degrés Celsius, mais les moins 50 degrés Celsius ne sont pas un fait rare dans la région. Le Sidérien, la première période du Paléoprotozoïque, est une partie de la période suivante, le Riasien. Le Sidérien, la première période du Paléoprotozoïque, et une partie de la période suivante, le Riasien, connaissent l'une des périodes glaciaires les plus sévères que la Terre n'ait jamais connue. Cette glaciation, appelée glaciation huronienne, a eu lieu entre moins 2,4 milliards d'années et moins 2,1 milliards d'années. C'est une des glaciations les plus importantes, mais aussi les plus longues, 300 millions d'années. Il existe, à l'heure actuelle, 2 hypothèses qui font encore débat sur les causes qui ont mené à cette glaciation de la Terre. La première évoque une réaction de l'oxygène et du méthane. Ce phénomène, que l'on appelle la grande oxydation, a transformé le méthane en dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, produit en masse, aurait produit un effet de serre 30 fois inférieur. Une autre hypothèse suppose que les volcans ont vu leur activité en sommeil durant près de 250 millions d'années.
Le dioxyde de carbone étant beaucoup moins présent, l'effet de serre en aurait été d'autant réduit. La glaciation huronienne n'est pas le seul phénomène naturel ayant marqué le sidérien. À cette époque, on parle également de formation ferrière rubanée. Un terme un peu alambiqué pour définir la naissance de gisements de fer d'un autre genre rendu possible à travers la présence d'oxygène. L'oxygène est présent partout dans les couches stratigraphiques de cette époque. L'origine de sa présence est sans doute la prolifération des algues bleues. Et oui, depuis notre visite à l'Archéen, les choses ont un peu évolué côté faune et flore. Les bactéries se sont bien développées et ont étendu leur territoire. Le sucre dont elles tirent leur énergie diminue de manière drastique. La symbiose qu'elles utilisaient et la photochimie qui leur permettait de survivre ne sont plus possibles à présent. Elles ont donc dû s'adapter à leur nouvel environnement et adopter un nouveau mode de vie en utilisant l'énergie solaire, la photosynthèse comme le font les plantes. C'est sans doute ce qui a prêté à confusion et ce qui leur a valu le nom d'algues bleues. Jusqu'ici, nos cellules primitives tiraient leur énergie de substances chimiques. Ces substances, elles les trouvent en abondance, venant tout droit des entrailles de la Terre. C'est le sucre produit à travers différentes réactions chimiques. Mais pour de multiples raisons, ce sucre vient un jour à manquer. Les bactéries vont devoir s'adapter si elles veulent survivre. Et c'est ce qu'elles font. Elles parviennent à tirer leur énergie, non pas du sucre, mais du soleil. Elles utilisent un nouveau mode de fonctionnement, la photosynthèse. Des cellules spécifiques de la bactérie parviennent à capter les rayonnements du soleil. Grâce à cette énergie accumulée, elle parvient à décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Cette action dégage du dioxyde de carbone. L'oxygène est rejeté, tandis que l'hydrogène couplé au dioxyde de carbone permet de produire des glucides. Or, ces glucides sont riches en énergie. Ils permettent donc aux bactéries de survivre. Ces cyanobactéries photosynthétiques sont des organismes unicellulaires prokaryotes, c'est-à-dire que leur structure cellulaire ne comporte pas de noyau. En utilisant le solaire comme source d'énergie pour synthétiser de la matière organique, elles rejettent de l'oxygène, beaucoup d'oxygène. Les premières molécules d'oxygène ont enclenché un ensemble de réactions et entraîné ainsi de nouveaux changements pour notre planète. La production d'oxygène était au départ compensée par la production d'oxyde de fer. Elle n'avait sans doute pas véritablement d'impact. Mais, bien vite, le processus est arrivé à saturation. Plus aucune réaction ne freinait alors le relâchement des molécules d'oxygène dans l'air. Si l'Amazonie est le poumon vert de notre planète, l'océan est le poumon bleu et l'essence même de l'air que nous respirons. C'est de lui que nous tirons encore aujourd'hui une grande partie de l'oxygène que nous respirons. La présence d'oxygène dans l'atmosphère va favoriser de nouvelles transformations chez les premiers organismes vivants. Jusqu'ici prokaryotes, on voit maintenant apparaître des organismes eucaryotes avec un noyau bien défini. La génétique s'adapte aux nouvelles conditions environnementales. Regarde, voici deux algues, deux nouveaux organismes qui symbolisent les premiers pas de l'évolution. La première est une algue verte de la classe des chlorophytas. La seconde est une algue rouge de la classe des rhodophytas. Elles utilisent l'une et l'autre la photosynthèse pour synthétiser de la matière organique. Ces organismes multicellulaires contribuent eux aussi à l'expulsion de l'oxygène dans l'atmosphère.
Mais ils sont loin d'être les seuls à peupler l'océan. Bien d'autres espèces ont su s'y faire une place. On retrouve ici un autre eucaryote pluricellulaire, assez similaire aux algues. C'est le Gripania spirilis. Il est de forme filaire et s'entortille, un peu comme un tourbillon. Et voici Eusphaera. Nous avons appris beaucoup de cet organisme sphéroïdal. D'après les premiers éléments que nous avons pu analyser, il s'avère que celui-ci se reproduirait par fission. Chaque nouvelle cellule reste ensuite attachée à la cellule mère et forme un ensemble qui s'apparente à une gaine mucilagineuse. Durant cette même période, on retrouve également une sorte de plancton, utilisant lui aussi la photosynthèse pour survivre, le phytoplancton. On pourrait s'arrêter là sur la présentation des animaux du Paléoprotérozoïque. Il y a encore quelques années, on pensait que seuls des organismes unicellulaires peuplaient le monde. Mais, en 2010, une équipe universitaire de Poitiers, en France, a découvert au Gabon, près de Franceville, près de 250 fossiles. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils dateraient de 2,1 milliards d'années. Nous n'aurions jamais pensé que des organismes pluricellulaires aient pu coloniser la planète il y a autant d'années. Les plus anciens, ceux de la faune Ediacara dont nous reparlerons plus tard, datent d'environ 600 millions d'années. Avant la découverte de Franceville, ces fossiles étaient les plus anciennes traces d'organismes vivants connus. Nous voici face à des représentations de ces organismes complexes pluricellulaires au corps mou et gélatineux. Ce ne sont ni tout à fait des animaux, ni tout à fait des végétaux. On sait assez peu de choses finalement sur ces organismes, mis à part leur grande variété de formes. Tu peux voir des organismes lobés à bordure dentelée, à bordure lisse, des organismes fins et allongés, des discoïdes ou encore certains présentant une accumulation de petites sous-unités arrondies. Durant toutes ces années, les animaux que nous avons pu rencontrer laissent des traces dans les sédiments, mais leur corps mou ne se fossilise pas. C'est pourquoi il est si difficile pour nous d'avoir une vision réaliste de ces organismes. On regroupe tous les microfossiles inclassables dans les acritarches. La majorité d'entre eux sont sans doute des algues de toute taille et de toute forme. Si leur apparence diffère, un point commun les relie entre eux, la production d'oxygène. L'accroissement de l'oxygène dans l'atmosphère pour bon nombre de bactéries représente un chaos sans précédent. Mais cette catastrophe, si elle est à l'origine d'une fin tragique pour ces dernières, favorise l'expansion d'autres formes de vie, les eucaryotes. Lorsque l'on parle de Terre unifiée et d'un supercontinent, on sous-entend généralement la Pangée. Mais les continents n'ont fait que se lier et se délier durant des milliards d'années. La Pangée ne fut pas le premier supercontinent à se former. Tout au début du Mésoprotozoïque, un supercontinent nommé Columbia commence à se fragmenter. Au fil du temps, le supercontinent Rodinia se forme. Cette période est donc une période de grands bouleversements géologiques et géographiques. Mais elle est également marquée par l'apparition des premiers eucaryotes modernes et de la reproduction sexuée. Regarde, nous allons observer l'un de ces spécimens. Je te présente Bangiomorphia pubescens, une algue rouge. C'est l'un des plus anciens organismes multicellulaires complexes que l'on connaît à ce jour. Jusqu'ici, nous avons beaucoup évoqué la manière dont les organismes tiraient leur énergie, ou bien encore leurs formes très diverses et variées.
Mais durant le Mésoprotérozoïque, il y a 1,2 milliard d'années, pour être un peu plus précis, un événement incroyable va bouleverser l'évolution. Bandiomorpha pubescens fait partie de cette révolution de la vie sur Terre. Des analyses poussées de ces fossiles ont démontré la présence de formations différentielles de spores et de gamètes. Cela signifie que l'algue rouge est sexuée. Ce nouveau mode de reproduction favorise d'une part la recombinaison génétique, mais aussi et surtout une multicellularité complexe. C'est une des briques essentielles à l'évolution de la vie sur Terre. Les cellules se joignent entre elles et se fixent les unes aux autres. Ce n'est pas le seul changement radical de cette époque. En parallèle de cet événement, une autre révolution dans le monde des êtres vivants est en marche. Les cellules passent un nouveau cap. Selon les scientifiques, un accident génétique serait également survenu il y a un peu plus d'1 milliard d'années. Lorsque l'on évoque un accident génétique, on songe facilement à des conséquences assez dramatiques. Mais il arrive également que des accidents génétiques apportent des bénéfices inespérés. Pour comprendre, il faut avant toute chose savoir ce qu'est un accident génétique. Lorsqu'une cellule se divise pour se dupliquer, elle reproduit avec exactitude son ADN. C'est en effet ainsi que cela se passe dans la très grande majorité des cas. Mais il arrive également qu'un changement, parfois infime, se produise lors de la copie de l'ADN. C'est ce que l'on appelle une mutation. Une mutation peut être fatale pour un organisme. Il n'a pas les bons codes, son fonctionnement est perturbé et il ne parvient pas à survivre. Mais il arrive aussi qu'une mutation favorise de nouvelles capacités, des capacités inattendues et bienfaitrices. C'est le cas de l'accident génétique survenu il y a 1 milliard d'années. Au départ, nos petits organismes bactériens unicellulaires sont dotés d'une flagelle, une sorte de petite queue. Ils ont un ADN particulier, comprenant un code spécifique notamment en ce qui concerne les protéines. Lors d'une duplication, l'ADN a muté. Un accident génétique a modifié le code premier de cet être unicellulaire en accordant aux protéines de nouvelles capacités. Elles peuvent maintenant interagir avec les autres. Ce phénomène est primordial pour l'évolution de la vie et la diversité du vivant. C'est grâce à cette étape clé que l'on passe d'un organisme unicellulaire à un organisme multicellulaire. Ces organismes multicellulaires vont devenir de plus en plus complexes et différents les uns des autres. C'est la naissance possible des plantes, des champignons, mais aussi des animaux. Pour l'heure, ce sont surtout des méduses, des éponges, des coraux, des polypes ou encore des anémones qui s'installent progressivement au cœur de nos eaux sous-marines. Il est d'ailleurs temps pour nous de rencontrer une petite poignée d'entre eux à la période suivante. Je te donne rendez-vous au Néoprotérozoïque. Nous voilà parvenus à la toute dernière ère du Précambrien. Elle prépare la Terre à d'énormes bouleversements dans le monde du vivant. Elle sonne l'arrivée toute proche du Cambrien et de l'explosion de la vie sur Terre. Cette ère se situe entre 1 milliard et 542 millions d'années. Elle est marquée par la fragmentation du supercontinent rhodynien. Il y a 800 millions d'années environ, le paysage de la Terre vu du ciel était totalement différent d'aujourd'hui.
La Terre était un vaste océan, d'où émergeait une Terre unique, Rodinia. 50 millions d'années plus tard, le continent se disloque petit à petit. La tectonique des plaques joue sa partition. Le continent commence par se fracturer en deux parties et donne naissance à l'océan Panthalassa. Il poursuivra cette lente division au cours des millions d'années qui suivent. Il se fragmente, comme un puzzle, en plusieurs pièces. D'après les études les plus récentes sur le sujet, il semble que le supercontinent Rodinia se soit découpé en 8 parties distinctes. Comme tu vas le voir, cette activité terrestre intense constitue aussi bien un choc sans précédent qu'un véritable tremplin qui permet à la vie de développer son plein essor. Le continent Rodinia, sous l'effet de points chauds, est comme transpercé par des lances magmatiques. Elles traversent la croûte terrestre et crachent d'énormes quantités de lave. Le sol commence alors à se fracturer. Cet événement s'est accompagné de l'ouverture d'océans et de bras de mer qui ont augmenté la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère, et donc de pluie. Le carbone présent dans les pluies sous forme de dioxyde de carbone s'est bientôt retrouvé dans l'océan, piégé dans les sédiments sous forme de carbonate. Dans le même temps, les énormes écoulements de lave produits par la fracture de Rodinia formaient des surfaces basaltiques à la surface des continents. Or, ces dernières consomment 8 fois plus de carbone qu'une même surface granitique quand elle s'érode sous l'effet de l'humidité. Au fil des milliers d'années, le CO2 atmosphérique, un gaz à effet de serre, diminue drastiquement, faisant entrer la Terre dans une nouvelle période de grand froid. Car ce n'est pas une, mais 2 périodes de glaciation que notre planète a subies durant cette période. La première a eu lieu il y a 760 millions d'années, la seconde 150 millions d'années plus tard. Cette dernière a été l'une des plus intenses. La première s'étend de 760 millions à 700 millions d'années, puis, peu de temps après, entre 620 et 590 millions d'années, la Terre doit faire face à une seconde période de glaciation de plein fouet. Les réchauffements entre les périodes interglaciaires sont dus au volcanisme très actif durant cette période de fragmentation du supercontinent, dégageant au fil des millions d'années d'importantes quantités de CO2, enclenchant un phénomène d'effet de serre suffisamment important pour dégeler la Terre. Des bribes de vie semblent avoir trouvé des refuges pour survivre durant cette période difficile. Entre ces deux glaciations sont apparus les premiers animaux bilatéraux, des vers qui ressemblent à des annélides, d'autres à des priapuliens. Puis la glace, la neige et le froid sont de retour. On surnomme alors notre planète Terre boule de neige. Vu de l'espace, tu n'aurais sans doute pas reconnu notre planète bleue. Couverte de glace et de neige, la banquise s'étendait, selon les études réalisées, peut-être jusqu'à l'équateur. Alors que cette ligne est synonyme de chaleur humide, de forêts denses et luxuriantes, de chutes d'eau incroyables et d'une faune extraordinairement riche, à cette époque, la ligne de l'équateur aurait été presque figée dans la glace. Tout espoir de vie semble alors anéanti. Aucun organisme ne pourrait survivre ici. Et pourtant, il se pourrait que certains d'entre eux y soient parvenus. Comment pouvons-nous en être sûrs? Cette fois, ce ne sont pas les vestiges, mais la
technologie qui nous donne un petit coup de pouce pour en découvrir davantage sur notre histoire et cette période complexe. En effet, grâce aux simulations sur ordinateur, en s'appuyant sur des calculs poussés et des algorithmes complexes, on démontre l'existence de zones refuges courant le long de la ligne équatoriale. Les organismes ont vécu durant des millions d'années en vase clos dans ces abris, puis, avec le dégel, sont parvenus à étendre leur territoire et à s'adapter à un environnement plus étendu. Les analyses de roches montrent une diminution importante du taux de carbone et donc d'activités organiques. On relève également une coupure de la photosynthèse sur des millions d'années. Les bactéries ont donc subi ce chaos glaciaire de plein fouet. Il faut dire que la calotte glaciaire pouvait s'étendre sur des centaines de mètres de profondeur. À certains moments, les températures sont descendues jusqu'à moins 50 degrés Celsius. De nombreuses bactéries n'ont pas survécu. Les premières algues ont sans doute également perdu un nombre important de spécimens durant cette période de froid extrême. On pourrait croire que cette glaciation a porté un coup fatal à l'évolution de la vie sur Terre et à son expansion. Mais ce serait une erreur de s'arrêter à cette idée préconçue. La vie n'est qu'une éternelle adaptation. C'est le propre de l'évolution. Regarde ce petit organisme. Il s'agit d'un trichoplax. Il ne semble pas de prime abord à un être très évolué. À peine visible à l'œil nu, il ressemble à une grande amibe. C'est un placozoaire. Il fait partie du groupe d'organismes appelés métazoaires. Les placozoaires sont finalement des métazoaires avec une structure particulièrement simple. Le trichoplax est dépourvu de tête, de queue, de pattes ou bien même de système nerveux. Il ne possède pas de tube digestif et il n'a pas non plus de digestion extracellulaire. C'est à se demander comment il peut survivre et être qualifié d'organisme vivant. Pourtant, il a encore recouvert de cils qui lui servent à se déplacer. Sa forme est assez particulière et l'on ne sait finalement assez peu de choses sur lui. Mais si l'on approfondit un peu notre étude, on pourrait alors s'apercevoir que le trichoplax n'a que 4 types de cellules différentes, ce qui confirme sa place chez les organismes simples. Pourtant, ce petit animal, aux côtés d'autres du même type, a sans doute eu une place extrêmement importante dans l'évolution. Ce petit corps contient les gènes de protéines qui permettent les axes antéro-postérieurs, dorsaux-ventraux et même 4 des gènes de pigments visuels. Tu te rends compte, un animal aussi primitif et simple constitue l'une des clés de l'évolution du vivant. Il n'est pas le seul dans cet environnement, puisque après ces périodes glaciaires, les algues se développent très largement et se répandent à travers tous les océans du globe. Les eaux sous-marines se végétalisent. Contrairement aux apparences, cette catastrophe climatique a été une aubaine. Elle a permis une diversification du vivant très importante. Lorsque le dégel se met en marche, tout un tas de réactions en chaîne en découlent. L'érosion des continents lors de la fonte des glaces serait responsable de la libération de grandes quantités de nutriments. Une telle abondance de nutriments favorise l'expansion et la prolifération de phytoplancton. Effet domino ou effet boule de neige dans notre cas, la présence de phytoplancton a favorisé la libération d'oxygène dans l'atmosphère. Cet élément est l'une des clés qui ouvrira la porte à l'apparition de la vie pluricellulaire. Elle explosera d'ailleurs au Cambrien.
Mais pour que cette explosion de vie ait lieu d'ici quelques centaines de millions d'années, il y a encore un peu de chemin à parcourir au Protérozoïque. Partons explorer les océans pour découvrir les nombreux organismes de cette période. Le gros problème que nous rencontrions jusqu'ici, c'est que les organismes étaient constitués de corps mous. Après autant d'années, le temps a eu raison des traces et des vestiges du passé. Mais à la fin du Protérozoïque, les restes à l'état fossile ont permis d'en savoir davantage sur la faune et la flore de cette période charnière de l'évolution biologique, notamment grâce à la découverte de la faune d'Ediacara. Il y a 600 à 700 millions d'années environ, l'évolution organique prend un nouveau tournant. Les cellules sont désormais divisées en deux couches. La première constitue la couche de cellules internes, que l'on appelle endoderme. Elle est recouverte par une couche de cellules externes que l'on appelle ectoderme. Ces nouveaux êtres dotés de cellules à deux feuillets embryonnaires sont des organismes dits diploblastiques. Ce terme désigne des animaux sans mésoderme, ne présentant qu'une paroi externe, une paroi digestive et des organes issus de ces parois. Ces nouvelles capacités permettent à des animaux bien différents d'apparaître sur la Terre. On retrouve dans cette catégorie la famille des spongiaires, qui comprend les éponges, mais aussi les cnidaires, avec les méduses, les coraux et les hydres. Durant les premiers milliards d'années, la vie est uniquement possible dans un milieu aquatique. Si l'on est pleinement conscient de cette vie très ancienne, on n'en perçoit que quelques traces infimes aujourd'hui. En plus, ces organismes ont finalement très peu évolué jusqu'ici. Peut-être qu'une évolution chimique a eu lieu, mais là encore, c'est impossible de le déterminer aujourd'hui. Les vestiges du passé sont trop flous, trop abstraits pour en tirer de véritables conclusions. Les scientifiques ont beaucoup de mal à différencier certains restes. Sont-ils des vestiges de bactéries ou d'algues ? Seule la taille permet parfois de faire la distinction entre les deux. Mais à partir de maintenant, tout change et tout devient possible. La Terre ne sera plus jamais inhabitée. L'évolution est en marche. La vie prend un nouveau souffle. Si les organismes se composent toujours d'un corps mou, ils possèdent également des téguments, c'est-à-dire un ensemble de structures externes, un système tégumentaire qui protège l'animal du milieu extérieur. Nos animaux contemporains ont des téguments variés, tels que des poils, des écailles ou bien encore des plumes. Ce système tégumentaire change toute la donne pour les scientifiques qui peuvent enfin s'appuyer sur des traces beaucoup plus parlantes. Les téguments sont résistants et ont permis la fossilisation. Voici ce que ces vestiges d'un autre temps ont pu nous révéler. On remarque tout d'abord que les organismes vont commencer par gagner quelques centimètres. Durant des milliards d'années, ils sont restés microscopiques. À partir de maintenant, ils affichent une taille de plus en plus importante. Le rangéomorphe en fait partie. C'est un organisme qui s'apparente à une longue feuille. Il est également composé d'une tige reliée au sol marin. Les scientifiques ont émis une hypothèse sur cette évolution. Ils se sont demandé pourquoi les organismes sont devenus plus grands. La première théorie fut reliée à l'alimentation, mais très vite abandonnée. Il y avait des nutriments à foison dans les environs. C'est donc très peu probable que ce critère ait impacté l'évolution de manière aussi significative. Si ce n'est pas pour se nourrir plus facilement, pourquoi grandir ?
La quantité de petits spécimens groupés à côté de ce rangéomorphe de grande taille a permis de comprendre qu'une taille plus imposante a sans doute favorisé la reproduction. Les animaux vont également développer une nouvelle forme. Ce sont des animaux symétriques et constitués d'appendices fonctionnant par paires. Cette forme particulière leur permet de devenir des animaux fouisseurs. Ils se nourrissent de matières organiques qui tapissent le sol. On retrouve des organismes en forme de tube, de feuilles ou semblables à des sacs. Les principaux représentants de ces animaux, datant de la fin du Protérozoïque, se regroupent dans ce que l'on appelle la faune d'Ediacara. Elle porte ce nom depuis la découverte, en 1946, d'une grande variété de fossiles âgés de 560 millions d'années environ, en Australie, sur les collines d'Ediacara. Depuis, on a retrouvé des spécimens similaires ailleurs dans le monde, notamment au Canada, en Afrique du Sud, en Sibérie et en Europe. Voici quelques animaux de la faune d'Ediacara. Ici, ces animaux de forme circulaire avec des anneaux concentriques sont des Aspidélia. Ils mesurent entre 3 et 8 cm de long et 1 à 4 cm de large. Un peu plus loin, c'est un charnia. Il y a 3 espèces connues de charnia: le charnia vardi, le charnia antecedens et le charnia massoni. Ce dernier ressemble un peu à une plume ou à une feuille. Le genre charnia vardi était l'un des plus grands, avec une taille pouvant aller jusqu'à 2 mètres. D'autres espèces ressemblent à des animaux que nous connaissons aujourd'hui, les méduses. Le groupe des médusoïdes est assez courant dans les océans à cette époque. Cyclomédusa davidi et Cyclomédusa radiata en font partie. Autre animal, autre forme. Voici un Sprigina. C'est un animal qui, lui aussi, ressemble un peu à la faune que nous connaissons. Il s'apparente à un ver avec une tête, un corps et une sorte de crampon qui lui permet de s'ancrer dans le sol marin. Il glissait probablement dans la boue pour trouver des nutriments. Les algues sont également toujours très présentes. Nous avons ici à nouveau un joli spécimen de Bangiomorpha pubescens, juste devant nous, une algue rouge. Voici enfin un Dickinsonia. Nous savons assez peu de choses sur lui et les scientifiques rencontrent encore quelques difficultés pour le classer. Cependant, nous savons qu'il était capable de se déplacer puisque des traces de mouvement lui sont rattachées. De forme ovale et mesurant entre quelques millimètres jusqu'à environ 1,40 m de longueur, il a une structure radiée. On utilise également le terme radiata pour définir ce critère. Cela signifie que ces organismes invertébrés ont une symétrie axiale avec des motifs cycliques autour de cet axe. Comme la plupart des organismes de cette catégorie, Dickinsonia est aussi caractérisé par les 2 feuillets cellulaires que nous avons évoqués au sujet des animaux diploblastiques. C'est-à-dire qu'il a un endoderme et un ectoderme. Ces 2 couches sont séparées par un gel acellulaire. Un autre élément un peu particulier caractérise l'animal. Un seul orifice fait office de bouche et d'anus. C'est le tout début de l'évolution et les organes différenciés ne sont pas encore au goût du jour. Si l'on résume en quelques lignes le chemin parcouru et les grandes étapes de l'évolution biologique, on peut retenir que tout a véritablement commencé il y a 3,9 milliards d'années. Il se peut que cet événement soit apparu avant, mais aucun vestige ne nous permet de nous en assurer.
Les plus gros êtres vivants n'atteignent alors qu'un dixième de millimètre et se limitent au règne des bactéries. Près d'1 milliard d'années plus tard, vers 2,8 milliards d'années, le monde cellulaire évolue et laisse une petite place aux eucaryotes, des organismes dotés d'un noyau. Ils sont capables de symbiose avec des protéobactéries. Ils tirent leur énergie des substances fournies par la Terre. Quelques centaines de millions d'années après, il y a 2,1 milliards d'années environ, un nouveau type d'eucaryote apparaît plus complexe et plus élaboré. Ces cyanobactéries profitent cette fois de la photosynthèse et tirent leur énergie du soleil. À la fin du Protérozoïque, des organismes aux formes plus variées parviennent à s'inscrire dans le cycle de la vie. Ils sont capables de se déplacer, ils sont sexués et diploblastiques. La richesse sous-marine est de plus en plus florissante. Pourtant, il y a 542 millions d'années, tous ces organismes vont disparaître. Les causes de cette extinction massive, nous ne les connaissons pas. Aucune météorite, aucun volcan, aucune glaciation majeure ne sont à l'origine de la disparition de toutes les formes primitives du précambrien. Mais c'est parfois dans le chaos que des éléments positifs peuvent survenir. La glaciation a permis une évolution chez les eucaryotes, rappelle-toi. Cette extinction généralisée laissera quant à elle la place à l'explosion cambrienne. C'est l'une des plus grandes étapes de l'évolution biologique. Elle marque un nouveau tournant pour le monde du vivant et pour notre planète. La plupart des grands embranchements actuels de métazoaires vont apparaître. C'est un véritable Big Bang zoologique. Des espèces animales, végétales et bactériennes vont éclore. Le seul point commun entre les espèces précambriennes et cambriennes, c'est que celles-ci naîtront, elles aussi, dans l'océan.